Bonjour, je vous propose une vidéo sur la mise en œuvre de la formule de Cox-Ross et Rubinstein, encore appelée méthode binomiale de valorisation d'un code. Je vous mets en commentaire le lien vers ma vidéo sur la démonstration de cette formule de Cox-Ross et Rubinstein. Alors, le principe de la formule de Cox-Ross et Rubinstein consiste à considérer qu'à chaque instant, je devrais dire à chaque période, le cours de l'action sous-jacente, grand S en t égale 0, va faire soit l'objet d'un mouvement multiplicatif à la hausse petit u comme up et devenir us, soit faire l'objet d'un mouvement multiplicatif à la baisse petit d comme down, et dans ce cas, le cours du sous-jacent devient d fois s. Si le cours du sous-jacent augmente, eh bien la prime grand C du call va augmenter aussi et devenir en t égale 1 C indice U. Si le cours du sous-jacent baisse et devient ds, la prime du call baisse aussi et devient C indice D. Alors, pour mettre en œuvre la formule de Cox-Ross et Rubinstein, on a besoin des 5 paramètres usuels de la formule de Black-Scholes. On va faire l'hypothèse que le cours du sous-jacent grand S est de 120 €, que le prix d'exercice est de 100 €, que la durée restant jusqu'à l'échéance est de 3 mois, 3 mois c'est un quart d'année, c'est 0,25 années, que la volatilité du sous-jacent est de 40% et que le taux sans risque est de 2%. À ces 5 paramètres, qui sont les seuls nécessaires pour appliquer la formule de Black-Scholes, on va ajouter, premièrement, le nombre de périodes que l'on considère. Et on a dit que dans cette vidéo, on avait n égale 10 périodes. On a besoin du mouvement multiplicatif à la hausse petit u, en rouge, formule proposée par Cox-Ross et Rubinstein, à savoir égale exponentielle, donc je tape exp, de sigma, c'est-à-dire 40%, fois la racine, je tape racine, parce que c'est Excel en français, de taux sur n, c'est-à-dire 0,25 pour taux, divisé par n étant le nombre de périodes, à savoir 10. Et je double ferme la parenthèse, je la ferme pour la racine, et je la ferme pour l'exponentielle. Ce qui nous donne un 0,5. Maintenant, d, le mouvement multiplicatif à la baisse, d'après la formule en vert, c'est 1 sur u, c'est-à-dire 1 sur 1,07, ce qui nous fait 0,94. Par ailleurs, nous avons besoin, si nous regardons la formule en bleu, qui est la prime du call dans l'hypothèse d'un horizon à une seule période, nous avons besoin de R chapeau. Évidemment, 1 sur R chapeau est un facteur d'actualisation. Alors, quand on regarde la formule historique de Cox-Ross et Rubinstein, on considère que la durée d'une période est d'1 an. Par conséquent, le facteur d'actualisation, c'est 1 sur 1 plus R. Et donc, R chapeau est égal à 1 plus R. Mais rien n'indique, premièrement, que la durée restant jusqu'à l'échéance serait d'1 an. Elle est généralement plus courte. Et deuxièmement, que on ne considérerait qu'une seule période. Pour avoir un résultat précis, pour tendre vers celui de la formule de Black-Scholes, on a intérêt à avoir un nombre élevé de périodes. Par conséquent, si la durée restant jusqu'à l'échéance est égale à taux et qu'il y a n périodes, eh bien le facteur d'actualisation sera 1 sur 1 plus R puissance taux sur n. Par conséquent, R chapeau va être égal, comme indiqué en haut à droite, à 1 plus R puissance taux sur n. Donc je vais ici écrire chapeau, c'est-à-dire 1 plus R, c'est-à-dire 1 plus 2%, puissance, parenthèse, taux sur n, c'est-à-dire 0,25 divisé par 10, ce qui nous fait finalement un R chapeau égal à 1,005. 0,005. Voilà. Maintenant, le petit p de la formule en bleu, qui est égal en fait à la probabilité de hausse petit q, c'est la formule en noir, R chapeau moins D sur U moins D, dont vous avez la démonstration dans mon autre vidéo. Alors, P est égal à, parenthèse pour le numérateur, R chapeau 1,0005, moins D, c'est-à-dire 0,94, divisé par U moins D, c'est-à-dire 1,07 moins 0,94,
ce qui nous fait une probabilité de hausse de 49%, et donc 1 moins P va être égal à 1 moins 49%, et on se doutait bien qu'on allait obtenir 51%. Alors, muni de tous ces paramètres, je vais pouvoir construire ce qu'on va appeler l'arbre binomial pour le cours du sous-jacent. Donc au départ, en t égale 0, j'utilise pour ça la colonne L, le cours du sous-jacent est de 120. Et je vais dire qu'en t égale 1, soit j'ai un mouvement multiplicatif à la hausse, par conséquent ce 120 est multiplié par petit u, et multiplié par un 0,7 que je dollarise, car la formule va être étendue vers la droite. Je rappelle que si vous utilisez Excel sur un PC, vous dollarisez en tapant sur F4. Si vous utilisez Excel sur un Mac, vous dollarisez en tapant Command T. Voilà, donc vous avez 128 qui apparaît. Soit ça fait l'objet d'un mouvement multiplicatif à la baisse, ça veut dire que 120 est multiplié par D, c'est-à-dire 0,94 que je dollarise, et dans ces conditions, ça devient 113. Donc, la colonne M d'Excel correspond à la date T égale 1. Si maintenant je veux avoir 10 périodes, donc en M, j'ai la première période, ensuite deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième, septième, huitième, neuvième, dixième. Donc en fait, il faut que j'aille jusqu'à la colonne V pour avoir 10 périodes. Voilà, donc ce 128, je l'étends vers la droite pour aller jusqu'à l'échéance, qui est dans 10 périodes. Et je vais ensuite étendre ces formules, ou ces formules plutôt vers le haut, de telle sorte que l'on ait un triangle. Voilà, donc on n'a pas besoin de remonter jusqu'à la troisième ligne, on a ainsi un triangle en remontant jusqu'à la quatrième. Je fais la même chose vers le bas, donc ça veut dire que 113, je l'étends d'abord vers la droite, et ensuite je l'étends vers le bas, de telle sorte que j'ai un triangle. Maintenant, il s'avère que le cours du sous-jacent ne va pas faire que monter et passer progressivement de 120 à 226, ou que baisser, c'est-à-dire être amené de 120 à 63,8. Si, par exemple, en t égale 1, le cours du sous-jacent a fait l'objet d'un mouvement multiplicatif à la hausse et qu'il est devenu 128. En t égale 2, il peut faire l'objet d'un mouvement multiplicatif à la baisse petit d. Par conséquent, le 128, je le multiplie par petit d, c'est-à-dire 0,94 que je dollarise. Et je ne suis absolument pas surpris d'obtenir 120. Parce que si j'ai eu un mouvement multiplicatif à la hausse, petit u, suivi d'un mouvement multiplicatif à la baisse, petit d, comme d égale 1 sur u, u fois d égale 1. Donc ça veut dire que je retombe sur 120. Et je peux étendre cette formule jusqu'au bout. Et j'ai ainsi ce que j'appelle l'arbre binomial pour le cours du sous-jacent. Alors si on veut très bien présenter les choses, on peut enlever tous les zéros qui sont au-dessus du triangle. Voilà. Bon, évidemment, ça va qu'on a que 10 périodes, parce que sinon, on aurait passé un certain temps. Voilà. Et pour la beauté de la chose, on fait la même chose en dessous. Alors, on pourrait aussi enlever ceux qui sont à l'intérieur, mais ce serait, je pense, une perte de temps inutile. Voilà. Alors, une fois que j'en ai terminé avec ce triangle, l'arbre binomial correspondant à l'évolution du cours du sous-jacent, je vais faire celui du cours. Alors, l'élément très important, c'est que lorsque je considère un horizon à 10 périodes, dans la 10e colonne, je suis à l'échéance de l'option. Et nous savons que la prime d'une option à l'échéance est égale à sa valeur intrinsèque. C'est là toute l'astuce de la formule de Cox-Ross et Rubinstein. Ça veut dire que l'on va, à partir des différents cours possibles du sous-jacent, 226 au maximum, 63,8 au minimum à la date d'échéance, eh bien, on va en déduire la prime du call. Puisque c'est la valeur intrinsèque, puisqu'à l'échéance, un call, comme un put d'ailleurs, vaut sa valeur intrinsèque, eh bien,
La prime du call, c'est le max de, parenthèse, 0, point virgule, le cours du sous-jacent, donc par exemple, tout en haut du triangle 226, moins le prix d'exercice de 100, que je vais chercher dans la colonne C, ligne 10, et que je dollarise, parce que je vais bien évidemment étendre la formule, donc max de 0, V4, moins C10. Et je ferme la parenthèse. Et je ne suis pas surpris d'obtenir 126. 226 moins 100, ça fait bien 126. Alors ensuite, j'étends cette formule vers le bas. Alors où je m'arrête, on ne sait pas exactement, mais le fait de devoir avoir un triangle nous permettra ensuite de s'arrêter très précisément où il faut. Et je ne suis pas surpris d'avoir pas mal de zéros, parce que par exemple, si le cours du sous-jacent, en regardant ce qui est tout en bas du triangle ou de l'arbre binomial correspondant au cours du sous-jacent est de 63,8, et que le prix d'exercice est de 100, ben, le droit de payer 100, ce qui vaut 63,8, intrinsèquement, ça vaut 0. Alors ensuite, nous allons remonter le temps, c'est-à-dire que nous allons à chaque période appliquer la formule en bleu que je déplace pour qu'on l'ait en lecture directe, à savoir la prime du call est égale à 1 sur R chapeau. Alors R chapeau, nous l'avons calculé en cellule C18, c'est 1,0005. Je dollarise comme toute donnée que je vais chercher dans la colonne C, que multiplie donc PCU, c'est P c'est 49%, que je dollarise, que multiplie CU, CU c'est la prime du call à la date suivante, dans l'hypothèse où cette prime a augmenté, donc je vais chercher 126, plus 1 moins P, 51%, que je dollarise, encore une fois, que multiplie CD, c'est-à-dire la prime du call, dans l'hypothèse où à la période suivante, nous avons une baisse de cette prime, à savoir 99. Et j'ai ainsi 112. Je peux étendre cette formule d'abord vers le bas. Voilà. Et comme j'ai dit que j'allais remonter le temps, je vais remonter le temps jusqu'à t égale 0. Ça veut dire que je vais remonter le temps jusqu'à la colonne L, étant donné que c'est dans la colonne L que j'ai saisi le cours du sous-jacent à la date t égale 0. Donc je prends toutes les données qui sont dans la colonne U et j'étends vers la gauche jusqu'à la colonne L. Voilà. Alors, il faut que j'ai un triangle correspondant à cet arbre binomial. Ça veut dire que je vais, entre guillemets, manuellement enlever tous les montants qui m'empêchent d'avoir un triangle. Ce que je suis en train de faire et ce qui doit apparaître simultanément sur votre écran. Voilà. Alors, j'ai presque terminé. Il faut vraiment avoir ce triangle. Et donc, nous voyons que la prime du call est dans ce cas égale à 22,6. Alors, si on veut avoir un très beau triangle, on peut évidemment continuer à enlever les nombres qui sont en dessous du triangle, ce qui ne changera absolument rien au résultat. Voilà. Et voilà. Et donc, je peux dire que la prime du call est égale à 22,6 €. Rappelons que pour construire l'arbre binomial correspondant à la prime, au cours du sous-jacent, nous sommes allés de la gauche vers la droite. Ça veut dire que nous avons avancé dans le temps. Ça veut dire que si je devais mettre une flèche, ce que je vais faire tout de suite, je mettrai une flèche dans ce sens. C'est comme ça que nous avons construit l'évolution de la prime du call. Que nous avons construit, excusez-moi, l'évolution du cours du sous-jacent. Nous avons avancé dans le temps. A contrario, pour la prime du call, nous avons remonté le temps. Par conséquent, si je devais insérer une flèche, pour bien mettre ça en évidence, je montre ici que nous avons remonté le temps.
Voilà.